Bonjour tout le monde et ravi de vous accueillir sur cette musique de western. Alors vous allez voir, elle n'a pas été choisie au hasard. J'espère que vous allez bien. C'est la première de Chronique du cinéma. J'ai choisi un film qui m'a particulièrement plu et qui est récent. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par le commencement. Je m'appelle Romain. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je vais être cette belle et douce voix que vous allez suivre jusqu'à la fin de cette critique analyse de film. Je travaille dans l'audiovisuel, à la télé, un petit peu dans le cinéma. Je suis un passionné de cinéma depuis ma plus tendre enfance. J'écris sur les films, j'en parle avec mes amis les plus proches. Et j'ai fait ce petit podcast justement pour pouvoir partager avec un peu plus de monde mes ressentis, mes avis sur certains films. Donc dans Chronique du cinéma, on va parler aussi bien de films actuels, contemporains, que de films plus anciens. Donc pour ceux qui sont en train de regarder, en plus de m'écouter, la vidéo sur YouTube, ne vous embêtez pas, voilà, il y aura quelques éléments visuels qui interviendront au fur et à mesure, mais c'est très léger. Vous pouvez largement faire autre chose et ne faire qu'écouter ma belle voix. Alors donc j'ai choisi pour cette première Nope, le troisième film de Jordan Peele, que je suis allé voir une deuxième fois pour vous fournir une analyse que j'espère cohérente et pertinente surtout, et j'espère que je ne vais pas perdre votre attention, voilà, parce que c'est la première, et pour la première, j'ai beaucoup de choses à dire. Ceux qui me connaissent le savent très bien que je suis bavard et que j'aime bien m'étendre sur certains sujets. Jordan Peele, excellent réalisateur qui a fait avant Get Out, son second film Us, et entre Us et son troisième long métrage Nope, il a produit le remake d'un classique de l'horreur que je n'ai jamais vu, qui s'appelle Candyman. J'ai vu ce remake, et il est réalisé par Nia DaCosta, et je l'ai trouvé très très bien et très cohérent par rapport aux précédentes réalisations du réalisateur. On va pouvoir commencer du coup à rentrer dans le vif du sujet avec Nope, son troisième long métrage. Voilà, donc là, Jordan Peele pour ce film s'attaque au spectacle, à notre façon, nous spectateurs, de le consommer, et puis à la façon dont il est fabriqué. On va suivre la famille Haywood, une famille de dresseurs de chevaux pour le cinéma. Donc Haywood, c'est une famille qui est composée du père, donc interprété par Case David, qui dans le film se nomme Otis Haywood Sr. Son fils O.J. Haywood est quant à lui interprété par Daniel Kaluuya, donc l'acteur principal de Get Out. Et il y a la sœur, Emerald Haywood, qui est interprétée par Keke Palmer, qui est une comédienne que je n'avais jamais vue jusque-là. Et il y a un autre personnage qui enrichit le film et qui dit beaucoup sur le spectacle, sur la gloire, la reconnaissance. C'est Ricky Jupe Park, interprété par Steven Yeun. Ceux qui ont regardé Walking Dead le connaissent sous le prénom de Glenn. Tous ces personnages, en fait, vont avoir un point commun, et ce point commun est une chose mystérieuse qui se cache dans le ciel. Vous venez d'écouter une musique beaucoup plus inquiétante. En effet, Jordan Peele aussi entre western et science-fiction sur ce long métrage. Donc la famille Haywood va être victime d'un drame, vu que le père, Otis Haywood Sr., va mourir dans des circonstances très étranges, en effet, alors qu'il parle à son fils Oji. Il y a des objets qui commencent à descendre, enfin à tomber du ciel, des objets métalliques, des clés, des pièces, et une de ces pièces va se loger dans le crâne du père. Il décède peu de temps après, et donc Oji se retrouve à devoir gérer le ranch de son père, les chevaux, et puis justement tout le business. Une des premières séquences, ça va être justement un tournage de pub. Voilà, ce sera une ambiance de plateau de tournage. Et c'est l'une des rares séquences où on va sortir un petit peu de ce désert. Voilà, le film se passe principalement dans le désert. Lors du tournage de cette pub, il va y avoir sa sœur qui va débarquer, Emerald, qu'on va appeler M.
Elle n'a rien à voir avec son frère qui est plutôt distant, timide, on le voit mal à l'aise sur le plateau de tournage. Et curieusement, il est un peu comme son cheval. Voilà, à un moment, il explique à l'équipe de tournage que pour pas effrayer le cheval, faut éviter de le regarder dans les yeux. Et si vous analysez bien les quelques plans qu'il y a sur Oji, eh ben, il est toujours à côté de son cheval et les yeux vers le bas. Et je vais insister là-dessus. Tout le film est basé sur le regard, chose essentielle puisque c'est avec nos yeux qu'on jouit du spectacle. Donc il y aura plein de petites symboliques, plein de petits détails comme ça cachés qui va justement soutenir toute mon analyse qui sera aussi basée autour du regard. Et je pense que ce sera cohérent vu ce que Jordan Peele filme et vu comme il agence les choses. Alors là je sais, vous allez me dire on va commencer la branlette intellectuelle. Alors oui, il y aura de la branlette intellectuelle, le sport favori de tous les fans d'art. Mais en fait, c'est bien, parce que c'est comme ça qu'on va aller voir ce que Jordan Peele a habilement planqué derrière les images. Moi, c'est ce que j'aime dans les films, c'est de voir un petit peu la chair, l'âme d'une image. Donc sur ce plateau de tournage, voilà, on le voit pas très à l'aise. Et à un moment, il y a le réalisateur de la pub qui demande à Oji de faire les consignes de sécurité et il commence à parler doucement, sa voix est très basse et paf, M, sa sœur, qui joue très bien la grande gueule, va arriver et va commencer à faire tout un speech et elle va présenter avant tout l'entreprise d'Heywood. Parce qu'en effet, Heywood, niveau sonorité, il y a une petite ressemblance avec Hollywood. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, leur ranch n'est pas loin d'Hollywood. Elle va commencer à expliquer les origines de l'entreprise et là, parce que le film, pendant le générique, nous présente quelques photogrammes d'un cheval au galop. Donc ce cheval au galop, en fait, c'est des photogrammes qui ont été pris par Edward Muybridge, un photographe anglais qui s'est installé aux États-Unis, et il s'était spécialisé dans les photos d'animaux en mouvement. Et il voulait absolument prendre en photo un cheval au galop. J'ai potassé un petit peu l'histoire du cinéma, parce que mine de rien, le film est sur l'histoire du cinéma. Donc M, sauf son frère, fait une présentation du tonnerre, et elle vend aussi un petit peu ses talents de chanteuse, de réalisatrice, de scénariste, et on voit en fait qu'elle essaye de se dégager de ce business familial. Elle est plus vraiment là-dedans. Il y a vraiment son frère Oji qui va s'accrocher à l'empire qu'a construit son père. Donc le tournage de cette pub malheureusement se passe mal parce qu'il y a un des techniciens qui va mettre devant l'œil du cheval une sorte de miroir sphérique et le reflet de cette sphère, le cheval le voit et commence à paniquer. Et il donne un coup de patte pas loin de l'actrice qui doit jouer dans la pub. Il rentre au ranch avec sa sœur, et d'ailleurs avant de rentrer chez eux, il va passer chez ce fameux Ricky Jupe Park qui est propriétaire d'une fête foraine. Il a reconstitué toute une ville type western en plein désert, pas très loin du ranch d'Oji. Sa fête foraine, elle s'appelle les Terres de Jupiter. C'est un ancien acteur de sitcom. D'ailleurs, quand M le voit pour la première fois, elle lui demande « Ah, mais c'est pas toi le petit garçon qui a joué sur cette sitcom-là ?» Alors, je sais plus le nom de la sitcom, je vais l'appeler Gordy, parce que ça va avoir tout son intérêt. Le film s'ouvre en effet... alors déjà, on a des voix off. Et donc ces voix off viennent d'une sitcom, on le ressent parce que à chaque fois qu'un dialogue se termine, on a les fameux bruits d'applaudissements à la Friends qui interviennent. Donc au son, il y a vraiment un travail sonore où l'identité de la sitcom est là. Et le premier plan, c'est un singe habillé en petit garçon. Il a un pull jaune, un petit pantalon bleu, qui vient de massacrer toute l'équipe, les acteurs, derrière lui on voit les bancs où sont installés le public qui justement applaudit, qui sont désertés, c'est le silence plat. Et donc le singe nous regarde. Et ce qui est habile, c'est que là, Jordan Peele nous met au premier rang de cette séquence. La caméra est placée face au singe. On ne sait pas qui regarde, parce que ce qui est important au cinéma, c'est qui regarde. Est-ce qu'on est en vue subjective? Est-ce qu'on est un peu voyeur et la caméra est placée là comme ça? Ce qui nous met aussi mal à l'aise. Et ça, je trouve ça brillant. Cette séquence, il va nous replonger dedans, Jordan Peele. Et c'est là où je vais parler de voyeurisme. Jupe, ça a été un des témoins
de ce massacre. Tout le bureau de Jupe, ce qui est fascinant, parce que j'ai revu Il était une fois à Hollywood il n'y a pas longtemps, c'est un peu comme l'appartement de Rick Dalton, c'est-à-dire que Jupe vit sur sa gloire passée. Il y a plein de produits dérivés, d'horloges avec des photos de séries dans lesquelles il jouait. Il a eu sa petite heure de gloire, et on sent qu'il essaye de retrouver la gloire avec cette fête foraine, qui s'est constitué un petit monde où il allait pouvoir continuer à produire du show et être l'acteur principal du show. Et d'ailleurs, il en a un qui est en préparation, qui s'appelle, je crois, le Star Lasso Experience. Et un moment, comme il voit que la sœur que M lui parle de cet incident, eh ben, il a un petit tableau. Et dans ce cadre, il y a une caricature de Gordy, donc qui est le singe qu'on voit au tout début du film et qui nous regarde. Et en fait, derrière ce tableau, eh bien, il y a une pièce cachée. Et dans cette pièce cachée, il y a plein d'affaires, de produits dérivés. Et cette séquence est très intéressante. À un moment, il y a Jupe qui explique qu'il y a des Néerlandais qui lui ont donné 50 000 dollars pour pouvoir dormir dans cette pièce. Et cette chambre, c'est un peu une chambre d'horreur. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans les films de Jordan Peele, il y a toujours une pièce un peu cachée. Je crois que dans Get Out, le labo où il y a des expériences est une pièce cachée. Dans Us, il y a une pièce cachée dans une galerie des glaces. Et là, c'est encore une pièce cachée. Donc je viens d'y penser, parce que comme ça je raccorde avec les autres films de Jordan Peele. Des Néerlandais lui ont donné 50 000 dollars pour pouvoir dormir. Il a accepté cet argent. Ça a été un épisode dramatique, ce qui s'est passé avec ce singe. Et on voit que Jupe, il l'exploite pour se faire de l'argent. De toute façon, dans tout le film, rapport au spectacle égale un rapport monétaire. L'argent n'est jamais très loin. Et puis il raconte aussi qu'il y a eu, suite à ce drame, un sketch pendant un Saturday Night Live avec des acteurs qui ont rejoué ce drame et un acteur déguisé en singe. Et à chaque fois qu'il entendait le mot jungle, il pétait un plomb. Et on voit que même à la télé, ça a été un drame, et le fait de faire un sketch sur ce drame, Jupe explique que ça a ramené de l'audimat, de l'audience. Le spectacle, il se nourrit d'événements dramatiques. J'y avais pas pensé, mais dans son entretien des cahiers du cinéma, Jordan Peele, il parle de ça, il dit c'est intéressant quand on voit un accident de voiture au bord d'une route, notre façon d'avoir une curiosité un peu morbide, de s'arrêter pour regarder. Et c'est vrai que ça fait penser à ça, en fait, ce drame, sur ce plateau de tournage. Avec cet événement dramatique, il y a eu un sketch, on en a fait un spectacle, ça a rapporté de l'audimat. Il y a la notion d'exploitation. Et ça, on va y revenir, parce que c'est pas pour rien que Jordan Peele a choisi une famille de dresseurs de chevaux. C'est pas pour rien qu'il a choisi ce personnage qui monte un spectacle, parce qu'on va parler de la façon dont ils ont de vivre du spectacle, donc quelque part d'exploiter certaines choses pour pouvoir en tirer un revenu. Une fois qu'il quitte Jupe, il retourne au ranch. Et là, on voit que la sœur, elle, dans son idée, ce serait pas de poursuivre le business du père. Quand elle était petite, il y avait un cheval qui s'appelait Jean Jacket. Et en fait, son père lui avait promis pour ses 9 ans, il lui avait promis ce cheval, il me semble qu'elle pouvait le dresser. Et le père, à un moment pour un contrat, ne lui a pas offert le cheval. Et c'est lui qui l'a dressé. Et elle a une rancœur envers son père. Cet élément fait que je pense que c'est un personnage qui s'est un peu éloigné de ce travail d'Heywood, de ce travail de dresseur. À la mort de son père, on explique que c'est peut-être des objets qui sont tombés d'un avion. Mais pour Oji, c'est pas un avion. Il y a quelque chose dans le ciel. Il sent qu'il y a une présence. Il sent qu'il se fait épier. Et sa sœur, maligne comme elle est, pense à un ovni et tout de suite elle dit à son frère faut qu'on ait un plan de cette chose. Et c'est un plan qu'elle appelle le plan Oprah. Alors on sait ce qu'Oprah représente à la télévision américaine, et tout de suite pour elle, s'ils ont le plan de cette chose, eh bien banco, ça va être la gloire, ça va être l'argent. Donc elle est dans l'exploitation et elle veut se faire de l'argent grâce à cette photo. Donc ce qui m'a intéressé aussi, quand j'ai lu l'interview dans les cahiers du cinéma de Jordan Peele, dirigé par Marco Usal, il revient sur le père qui se prend une pièce dans l'œil, et c'est vrai que c'est une façon tout de suite aussi de faire un peu correspondre spectacle et argent. À la fin du film, faut pas oublier que c'est grâce à l'argent que M va pouvoir prendre une photo du prédateur. Le père se fait tuer par une pièce d'argent. Elle arrive à capturer
grâce à l'argent, la photo du prédateur. Donc on finit sur une sorte peut-être de cercle un peu vicieux où il y a toujours eu une notion d'argent. Pendant une séquence nocturne, il y a un des chevaux du ranch. Alors, en parlant des chevaux, vous verrez que le film est construit en sorte de chapitres, et chaque chapitre a un nom de cheval. Donc il y a le chapitre Ghost, il y a le chapitre Lucky, il y a le chapitre Jean Jacket, qui sera aussi le nom de cette chose qui se cache dans les nuages. Et là, il y en a un qui s'est échappé de son enclos. Quand Oji va aller le chercher, au loin, on voit des grandes lumières, un peu les lumières de stade, et on entend Jupe qui répète un texte et qui dit tous les vendredis, depuis 6 mois, à 17h, il se passe une chose. Et en fait, il parle de cette chose qui est dans les nuages. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce dialogue. On a un mouvement de caméra qui panote du stade. On voit le ciel et puis on revient sur Oji. Et après, Oji, lui, il voit quelque chose dans le ciel. Donc c'est marrant comment les personnages sont raccordés à cette chose. Enfin, ce qui est intéressant dans le film, du coup, c'est ce mélange des genres western, science-fiction. J'ai pensé à Predator, c'est cet ovni un peu invisible caché derrière les nuages. J'ai envie de revenir sur une séquence très SF qui, moi, m'a beaucoup plu. C'est une séquence où le fait que M ait volé un cheval en plastique, donc un leurre, parce qu'apparemment ce cheval en plastique permet aussi aux dresseurs de dresser les chevaux. Et donc à un moment, les enfants de Jupe, pour se venger, font peur à Oji. C'est-à-dire qu'ils mettent en marche, il me semble, ils allument dans le manège la lumière. Oji y va, il éteint la lumière, il commence à partir, elle se rallume. Et puis en fait, il est un peu paniqué. Et là, il y a des enfants qui sont déguisés avec des petites têtes vertes, qui font peur à Oji en lui faisant croire que c'est des petits hommes verts. Donc voilà, ça j'ai trouvé le clin d'œil génial. Et puis ça me fait penser justement à des films un peu anciens, avec cette caricature du petit homme vert, parce qu'on joue aussi là-dessus. Hein. L'OVNI, le prédateur, c'est une forme très moderne, surtout à la fin, quand il se déploie comme ça en une espèce de grande méduse. Et Jupe, même quand il a son show, il vend des petites peluches comme ça de petits hommes verts. Donc on est aussi là, dans l'hommage, la référence aussi dans l'histoire du cinéma à ce qu'on a pu, à la façon dont on a pu représenter les extraterrestres. Et puis après, tous les pans du western, donc les chevaux, le ranch, le désert, et puis la façon aussi dont le ciel est toujours présent dans les cadres. Jupe qui a son parc, lui justement c'est une ville typique western. Jordan Peele n'a pas choisi cette époque pour rien parce que c'est l'époque des pionniers aussi. On revient un peu à la source de cette Amérique qui commence à se construire. Donc toute la première partie du film est intéressante parce qu'on va être sur quelque chose de très mystérieux. Qu'est-ce qui se cache dans ce ciel-là ? Donc nous, spectateurs, on n'est pas bêtes. Bien sûr qu'on sait que c'est un ovni, on sait qu'on est dans la SF, même l'affiche du film, c'est des regards vers le ciel. Et puis il y a toute une seconde partie où là, l'ovni va être visible et ça va être une lutte. Ce sera les Heywood contre cet ovni. C'est beaucoup plus qu'un ovni, et puis d'ailleurs... Dans le film, dans l'écriture, il rend cette chose intelligente. Cette chose a une mémoire, cette chose sait quand on se moque d'elle, c'est quand on cherche à la tirer. Pour pouvoir traquer cet ovni, il pense justement à installer des caméras, parce que la petite particularité, c'est quand cette chose n'est pas très loin d'eux, il y a des pannes de courant. Et ce qui est d'autant plus bizarre, c'est que les téléphones se coupent aussi. Et donc, Oji et M, ils vont acheter justement des caméras de surveillance pour pouvoir les mettre un peu partout dans le ranch. Et c'est là où ils font la rencontre d'Angel, joué par Brandon Peary. Angel, lui, il sent aussi qu'ils essayent de capter quelque chose d'assez mystérieux. Parce qu'à un moment, Oji dit en plus, on a des problèmes de courant, et puis les portables se coupent. Et là, ça met la puce à l'oreille à Angel, qui pense aussi que derrière ces nuages peut se cacher une sorte d'ovni. Donc Angel arrive sur le ranch, ils installent les caméras, il y a quelques séquences où ils essayent d'attirer l'ovni, et pour attirer l'ovni, ils volent une réplique de cheval en plastique à la fête foraine de Jupe, et donc ça va marcher, l'ovni va être attiré par ce cheval, puisqu'il est attiré par toute forme de vie, c'est un ovni qui aspire la vie, qui dévore, il y a sous l'ovni, qui est une sorte de soucoupe dans un premier temps, un grand trou.
Et ce grand trou, moi je le vois comme un œil dévoreur. Et ça, je vais en parler parce qu'en effet, il y a plein de symboliques à l'œil dans ce film. Le leurre est aspiré par l'OVNI. Plus tard, l'OVNI va recracher le leurre sur la voiture d'Oji dans une autre séquence. Comme si quelque part, l'OVNI disait « Vous êtes foutu de moi, si vous voulez jouer, on va jouer ». Donc c'est un film sur l'évolution du spectacle, mais aussi de l'évolution des moyens de filmer, de capturer le réel. Quand le film s'ouvre, il y a des photogrammes de Edward Muybridge qui, lui, son but, c'était de capturer un cheval au galop, et c'est comme ça d'ailleurs qu'il a pu remarquer qu'à un moment, le cheval ne touchait plus le sol du tout. En gros, à l'époque, pour capturer ce mouvement, Muybridge avait... il y a toute une piste sur laquelle le cheval allait courir en ligne droite. Et face à cette piste, il y avait plein d'appareils photo avec plein de petits fils tendus. Et à chaque fois que le cheval tapait un fil, et ben ça déclenchait un appareil photo. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir une suite d'images animées. J'ai regardé, ça concorde aussi avec en France ce que faisait Étienne Jules Marais, qui lui aussi essayait de capturer les mouvements pour pouvoir les découper et pour voir leurs évolutions. Donc le film commence par ces photogrammes-là. Donc il nous renvoie déjà à l'histoire du cinéma. Je ne sais plus si c'est Jordan Peele ou si je l'avais lu ailleurs, mais ce qui était intéressant dans le film, c'est que Oji et M essayent d'avoir une photo d'un ovni. Ils essayent d'avoir quelque chose d'incroyable. Et à l'époque, Edward Muybridge, en essayant d'avoir des photos comme ça de cheval au galop, essayait lui aussi d'avoir quelque chose d'incroyable. Et ensuite, il y a le parc de Jup, qui a une particularité. C'est un énorme puits. À l'intérieur, il y a un vieux dispositif photographique où en fait l'idée c'est de mettre une pièce dans un petit distributeur, et ensuite au fond du puits il y a un énorme cercle qui commence à faire un tour. Ce cercle est entouré d'ampoules, les ampoules s'allument, il y a un flash, et puis en fait on prend la photo, et la photo sort un peu comme un Polaroid à l'extérieur du puits. Donc il y a Muybridge, il y a ce dispositif très ancien, il y a ces caméras de surveillance, et après il y aura aussi une caméra très particulière que va utiliser un personnage qui s'appelle Antlers Holst, joué par Michael Wincott, qui est très très bien, qui a une voix superbe. Moi je l'ai vu que dans Alien Résurrection, mais voilà, rien qu'à sa voix déjà ça vous charme. D'ailleurs, vous allez l'entendre un petit peu plus tard, parce que je vais mettre un petit extrait de lui. Voilà, tous les sons que vous entendez, là, toutes les musiques que vous avez entendues, viennent du film. Et donc lui, c'est pareil, il a une caméra pellicule qui n'est pas dépendante de l'électricité, donc ça va leur servir aussi plus tard dans la dernière partie pour pouvoir capturer l'alien. Et Angel va être l'assistant, qui lui a une caméra numérique. Donc il y a aussi une évolution des supports. Il y a la vidéo, le numérique, la pellicule. Donc il y a toute cette évolution technologique qui a aussi alimenté le spectacle. Et puis il ne faut pas oublier, on parle de fête foraine, le cinéma est un art forain. Et donc le fait de prendre comme ça le western, non seulement ça nous renvoie à l'Amérique des pionniers, mais ça renvoie aussi à l'époque des débuts de l'image en mouvement. Donc c'est hyper intéressant parce qu'il a planqué aussi l'histoire du spectacle. Il parle de notre façon de le consommer, mais il parle aussi de tous les moyens de support, de toute cette évolution. En repensant à Get Out, Us et Nope, dans tous ces films, c'est une Amérique dont il parle. Dans le premier film, Get Out, on peut dire que c'est l'Amérique, une Amérique blanche qui vit dans une sorte de... dans quelque chose de très paradoxal entre fascination pour et rejet de la population noire. Puis il y a Us, qui est une espèce de critique sur l'Amérique et aussi d'une Amérique marginalisée en fait et qu'on refuse de voir. Et puis là, il y a Nope, qui parle de cette Amérique en revenant au western, donc en revenant à la source, qui commence à se construire. Et puis de là, on part sur toute l'évolution du spectacle. Alors après, on peut aussi parler de la place d'acteurs noirs dans les westerns. Mais voilà, ça, là, c'était juste pour parler un peu de ces autres films. Et il y a aussi dans cette évolution du spectacle, et vous me direz si vous êtes d'accord, le premier plan, c'est un plateau télé. Ensuite,
On passe sur des séquences avec la famille Haywood, dresseur de chevaux, on arrive sur un plateau de tournage. Après, on a Jupe, et lui, ce qu'il fait, c'est un spectacle live dans sa fête foraine. Et on a l'impression qu'il est dans une sorte de vieil amphithéâtre, voilà, en U. Et moi, ça m'a rappelé l'amphithéâtre, ça m'a rappelé un peu une forme plus primaire de spectacle où on ne dépendait pas de l'écran. La télé est un écran, le cinéma c'est un écran, et lui, il fait un spectacle où aucun écran n'est visible. Et je trouve ça intéressant, parce qu'on peut parler aussi de l'évolution du spectacle. Voilà, les Grecs, c'était des amphithéâtres. Et puis après, on a la télé, on a le cinéma par cette famille-là. Donc on a aussi cette évolution, ces lieux, où est-ce qu'on regarde le spectacle. Et donc le spectacle aussi, ce qui est intéressant, c'est que je parlais au début de monétisation. En effet, si l'OVNI devient un comportement agressif aussi, en tout cas si tous ces personnages sont reliés, c'est parce qu'ils cherchent à exploiter, ils cherchent à se faire de l'argent. Quand M, la sœur d'Oji, lui dit il nous faut le plan Oprah, il nous faut la photo de l'OVNI, la première réflexion c'est d'avoir de l'argent, c'est d'être reconnu. Et puis il y a Jupe, je pense que c'est un personnage qui sait que c'est un OVNI, et l'idée de ce spectacle, c'est de le faire voir aux gens. Ce qui est très intéressant, c'est la veste western qu'il porte sur sa veste rouge et brodée derrière une secoupe avec des rayons. Donc il sait très bien ce que c'est. Et en plus, il appelle ça les spectateurs. J'ai l'impression que via cet ovni, Jordan Peele veut nous questionner sur comment vous, spectateurs, vous consommez le spectacle, comment vous le regardez. Jupe n'est pas bête, ça va être son plus grand show et on se doute bien qu'il fait payer les gens pour assister au spectacle. La monétisation est partout et ce qui est intéressant, et c'est là où je disais que le personnage est moins excusable, c'est qu'en effet, l'OVNI va dévorer toutes les personnes qui assistent à ce spectacle. Ce qui est curieux, c'est que pour un enfant qui a été rescapé d'une émission de télé où un singe a pété un plomb, c'est qu'il n'a pas retenu la leçon. En fait, le film aussi dit ça, il y a certains éléments qu'on ne peut pas dresser. Le singe a retrouvé ses natures animales, ils ont beau le dresser, l'instinct animal a repris le dessus, et puis lui, il a cherché à dresser l'OVNI en l'attirant avec un cheval, il s'est dit qu'il allait pouvoir le faire venir, le montrer aux gens. Donc il y a aussi ça, il a cherché à exploiter l'OVNI, il a essayé à avoir le contrôle sur cette chose. Et cette chose est animale. Ce qui est intéressant aussi pour dire que l'OVNI est un animal, c'est qu'à un moment on entend, le père est Otis est avec Oji, et on entend au loin, hors champ, un cheval hennir, et Otis commence à expliquer à son fils qu'il y a des animaux qu'on ne peut pas dresser. Et que là, d'entendre le cheval hennir, ça veut dire que c'est un cheval qui marque son territoire. Et en fait, il y a un peu un parallèle entre ce flashback avec cette histoire de cheval et ce prédateur qui lui aussi marque son territoire. On parle de la chose en l'appelant le prédateur. Et d'ailleurs, quand on parle de prédateur, il y a des images aussi qui vont être mis en parallèle avec l'OVNI, qui seront des plans que Host regarde d'un serpent en train d'enrouler un tigre. Donc il y a aussi le rapport à nous, êtres humains, à toujours vouloir dominer et avoir le contrôle. Et en fait là c'est aussi un peu la critique, c'est qu'on ne peut pas toujours avoir ce contrôle-là et qu'il faut rester un peu humble. Et c'est là où je ne trouve pas excusable ce personnage, c'est qu'en fait il a revoulu la gloire, il a revoulu l'argent et donc il a essayé d'exploiter un être plus fort que lui. On parlait de la gloire, à un moment Oji et M sont chez Angel, et lui, il est en train d'avoir un casque VR et d'écouter un classique, en tout cas un ancien film. Alors, je ne sais pas lequel c'est, mais on entend les dialogues des acteurs, et un dialogue dit à tous les chasseurs qui auront le courage d'aller traquer la bête, récompenses et gloires seront offerts. Donc c'était intéressant aussi, ça je trouvais qu'il y avait cette notion de chasseur, de monstre, et de voilà, si on arrive à voir le monstre, au fond il y aura la gloire et la récompense. Et pareil, c'est un cercle vicieux, on en revient toujours à la notion d'argent. Après que l'OVNI ait décimé l'amphithéâtre où Jupe avait conçu son spectacle, la télé et les médias commencent à s'emparer de cet événement. On parlait de Gordy et du sketch de Saturday Night Live, de l'exploitation qu'on fait d'un drame pour faire de l'audience. La télé, là, ce qu'elle fait après le drame qui est arrivé sur les terres de Jupiter, elle fait exactement la même chose. D'un drame, elle va essayer d'exploiter quelque chose, elle va essayer de faire de l'audimat.
Donc il y a encore cette notion d'exploitation qui est là, qui est présente, qui est partout. Et puis on peut voir aussi l'exploitation par Leywood. Il dresse des chevaux, donc on n'est pas sur le même type d'exploitation, mais on va aller exploiter des animaux pour qu'ils puissent se plier aux volontés d'un réalisateur, d'un spectacle. Le film s'ouvre sur un verset de Naoum. Alors c'est le 3-6. Alors je sais plus ce que ça veut dire. Donc c'est Naoum 3-6. Et ça nous dit: Je jetterai sur toi des impuretés, je t'avilierai et je te donnerai en spectacle. Bah pour moi, on est exactement dans l'exploitation. Et on peut même rapporter ces mots à peut-être ce qu'on a fait à ce singe, ou même ce que Jup essaye de faire avec l'OVNI. Je t'avilierai dans le sens où je te rabaisserai, je ferai de toi mien, et puis je te vendrai en pâture. Peut-être une sorte de soumission ici pour donner en spectacle, pour satisfaire nos désirs à nous, spectateurs. Pour rebondir sur Gordy, on peut peut-être parler de voyeurisme. Le film part du spectacle, et nous, notre besoin de spectacle, il se trouve où? On est dans un monde où il y a les réseaux sociaux, il y a les médias, il y a le cinéma, les images sont partout, et puis ce qui est marrant, c'est que tout devient spectacle. Vous regardez TikTok, quelqu'un qui fait que danser devant vous avec une musique récente, c'est quelque chose de très bête, hein. On met un téléphone devant soi, on se filme 30 secondes, c'est une forme de spectacle. Tout le monde se met en scène. On a cherché à dresser Gordy pour le mettre en scène, pour que les gens puissent voir des acteurs jouer avec un singe. Et là, est-ce qu'on n'est pas déjà un peu voyeur en fait dès le début? Cette scène est construite très intelligemment, c'est qu'au début, on ne sait pas ce qui s'est passé. Gordy nous regarde. Il y a ce fameux regard face caméra. Voilà, nous spectateurs, tout de suite, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Et on a au fond de nous une envie de le voir. Ça nourrit une envie de regard, on s'imagine des choses. Et Jordan Peele va venir satisfaire ce besoin-là qu'on a. Alors qui, moi, était conscient, hein, parce qu'à un moment, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, mais j'ai envie de savoir ce qui s'est passé. Alors peut-être que certains se contentent de l'imagination, et c'est bien, mais Jordan Peele va nous donner les tenants et les aboutissants de ce massacre. Et ce qui est dingue, c'est qu'avant que le massacre n'ait lieu, alors le massacre a lieu parce qu'en fait, la sitcom raconte une famille qui a l'air d'offrir un cadeau d'anniversaire à ce singe, et à un moment, il y a la petite fille, donc celle qui s'est fait dévorer le visage, qui pose un papier cadeau, qui ouvre le paquet, et des ballons s'envolent comme ça. Et d'ailleurs, je dis ça, mais si vous regardez Jup, tout petit, il regarde vers le haut, et vous allez voir que c'est un personnage qui regarde constamment vers le haut. Le ballon explose, le singe pète un câble. Ça coupe, et ensuite, le plan d'après, c'est une caméra qui se déplace. La caméra va tout droit, un moment elle panote à gauche, et puis par une fenêtre on voit le décor sur le plateau, puis elle repanote à droite, on continue d'avancer tout droit, on voit les bancs du public vides, on voit les caméras laissées à l'abandon par les techniciens, et puis la caméra repanote à gauche, et on voit le décor. Et là je me suis posé la question, est-ce qu'on n'est pas voyeur? Est-ce que c'est pas une façon de nous mettre, nous, directement, de nous replonger en fait dans l'événement, mais sans qu'on nous demande rien, hein. La caméra, elle continue d'avancer, elle nous amène à cet événement. On ne sait pas à qui ce point de vue-là appartient. Et je me dis, ben, c'est peut-être le nôtre, spectateur. Voilà, c'est peut-être nous qui avions inconsciemment envie de retourner sur ce plateau et envie de voir ce qui s'est passé. Et ensuite, cette scène est orchestrée uniquement sur le point de vue, et c'est ça qui est admirable, hein. C'est ça le cinéma, c'est l'art du point de vue. Ce point de vue au tout début, face au singe, eh ben on va apprendre que c'est le point de vue de Jup qui est sous une table, planqué, et qui attend que le singe se calme. Il y a très peu de plans dans cette séquence, hein. Il y a cette caméra qui avance pour nous remettre, nous spectateurs, sur ce décor, et ensuite c'est que le point de vue de Jup. Donc en effet, il y a une vision subjective. On va dire que la vision subjective sur le singe est un champ, donc il y a le contre-champ sur Jup paniqué qui regarde sous la table. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, à un moment, la jeune fille qui se fait dévorer le visage, on ne voit que ses pieds, elle est cachée derrière un canapé. Et puis à un moment, il y a l'acteur qui joue le père de la famille, qui lui arrive sur le plateau. Et puis pareil, je crois qu'on ne voit que les jambes, vu qu'on est sous une table, et une partie du buste. Et il arrive sur le plateau, il y a Gordy qui se met face à lui, il est paniqué, et puis
Bah voilà, un humain qui pense qu'il a un chien face à lui, couché Gordy, couché ou voilà, enfin, en tout cas qui lui demande d'obéir, sauf qu'il a plus le contrôle. Et ensuite le père traverse le plateau et s'en va par une porte battante. Et je veux en venir à cette porte battante parce que c'est là où Gordy, quand il va commencer à le massacrer, l'action sera aussi bien visible qu'invisible. Toute la séquence, c'est ça, ce qui est caché et ce que l'on voit. Et ça, pour moi, c'est l'art du cinéma et en tant que spectateur, moi, c'est ce que je cherche. C'est d'avoir quelqu'un qui me montre ce qu'il veut me montrer. Et la scène, pour moi, est la scène la plus effrayante du film. Et puis alors après, je me documentais un peu, je vois que Jordan Peele dit que l'une de ses références, ça a été E.T. Alors, il y a un plan qui m'est revenu en tête. Quand Jupe amène M et Oji dans cette pièce cachée, il y a un moment, Jupe dit que entre lui et le singe, ils ont fait le premier check de l'histoire. Et donc il y a un plan, on va voir Jupe tout petit, pendant le massacre, tendre son poing vers le singe, qui lui aussi tend le sien ensanglanté. Les deux poings sont quasi en train de se toucher. C'est là où j'ai pensé au plan de E.T. avec les deux doigts qui commençaient à se rapprocher. Voilà, alors est-ce que Jordan Peele a voulu faire un petit hommage à E.T. avec ça? Je sais pas trop, mais je trouve ça amusant de le penser comme ça. C'est cette séquence, je trouve, qui colle à ce que Jordan Peele disait, voilà, quand il y a un accident de voiture, on a une curiosité morbide. Là, je trouve qu'il joue avec notre curiosité morbide en nous remontrant tout ce massacre. On parlait de voyeurisme, et je me dis que quand Jupe appelle la soucoupe spectateur, et qu'elle est en plus invisible, derrière les nuages, est-ce que ça fait pas écho au voyeurisme, ça aussi? Au fait d'épier. Parce que Oji aussi se sent épié. Donc est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est notre côté un peu voyeur, cette secoupe? Voilà, je lance juste ça comme ça peut être un point de réflexion, mais je trouvais ça intéressant de l'évoquer. On peut repasser justement à un autre point du film, c'est parce que là aussi on va parler du spectacle, c'est quand M appelle un chef opérateur qu'on voit dans la séquence où Oji est près de son cheval, sur le tournage de la pub, qu'on voit très rapidement, il est à côté de sa caméra, et ce chef opérateur, c'est le fameux Antlers Holst, donc j'ai parlé de lui via la caméra qu'il a créée, qui ne dépend pas de l'électricité et qui marche avec la pellicule. M l'appelle pour qu'il puisse travailler avec eux, et un moment, elle lui dit un mot qui lui plaît pas du tout. Et c'est là où sur le spectacle, ça va être très intéressant. Pour lui vendre le projet, elle commence à lui dire qu'il va venir filmer la réalité. Et à un moment, il dit «Oh non, 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 me dis pas la réalité». Et il y a Oji qui glisse à sa sœur, parce que la conversation est au téléphone, dit documentary. Et donc elle dit documentary, désolé de reprendre le mot en anglais, hein, mais je trouve ça un petit peu plus sympa. Et là, tout de suite, il lui dit «Ah, là, tu me plais». Et j'ai eu, et là, vous me direz, alors c'est moi qui suis parti là-dessus, hein, je vais peut-être trop loin, mais j'essaye d'analyser un peu toute la façon que Peele a de poser cette réflexion sur le spectacle. Et en tout cas sur le réel. Et en fait, je me suis dit, c'est vrai que peut-être quand elle dit réalité, qu'est-ce que ça veut dire réalité en art? Ça veut pas dire grand-chose. Voilà. Et en fait, je pense aux caméras de surveillance qui sont posées par Angel, qui ne sont que des images brutes de la réalité. Voilà, c'est un point de vue neutre, c'est comme un œil de glace. Après, même là, je dis ça, mais il peut y avoir un point de vue, parce que c'est des caméras qui sont guidées, donc en effet, on peut choisir le champ. Et en fait, peut-être que le réel, quand on dit réel comme ça en art, c'est vrai que ça pourrait faire penser à une grande neutralité. Voilà, ça veut pas dire grand-chose, parce que au final, si vous regardez en peinture, à la télé, au cinéma, il y a toujours un point de vue. En documentaire, vous choisissez un axe. Vous choisissez de monter avec une certaine logique. On peut justement aller trouver quelqu'un pour lui faire dire, ou en tout cas obtenir des propos qui vont dans le sens de ce qu'on a envie de dire. Donc il y a toujours un point de vue. Et quelque part, on plie toujours le réel à ce point de vue. Il n'y a jamais rien de neutre. Et je pense que quand elle dit documentary, ça l'intéresse parce qu'il y a un point de vue. Et donc ce point de vue veut dire quand même que le réel, on va le plier à notre volonté. L'OVNI, Gordy, on cherche, voilà, Jupe cherche à plier à sa volonté l'OVNI. Gordy, on a cherché
à le dresser, à le plier à cette volonté de faire de lui un acteur. En art, le réel dépend toujours d'un point de vue. Les peintres choisissent un espace, choisissent des postures, choisissent des couleurs. Le réel, en fait, c'est un outil. On part du réel, on part de cette matière brute pour le plier à notre fantasme. Je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir pris des dresseurs de chevaux parce que on peut se saisir du mot dresser pour se dire aussi qu'en art, on cherche à dresser la réalité, à la mettre en scène, à la disposer. Et c'est encore plus vrai au cinéma. Quand vous commencez à penser un cadre, vous pensez au placement des acteurs, vous pensez à ce que vous voulez dans votre cadre du décor. Des fois, vous pouvez construire des décors pour que ça rentre dans l'univers visuel que vous voyez. Ce petit dialogue, hein, tout bête, pour moi, ça me renvoie à ça. Vous me direz ce que vous en pensez, je suis curieux de voir si vous êtes d'accord, si vous trouvez ça pertinent. Je voulais aussi aborder du coup le personnage de Holst, qui a un rapport très artistique à l'image. Quand M lui dit qu'elle veut capturer la photo d'un ovni, il accepte. Et quand il va commencer à filmer et à voir l'ovni, eh ben, il va être un peu hypnotisé. C'est un très grand chef opérateur, je crois, dans le film. Et à un moment, il y a la lumière qui commence à changer. Et là, il commence à dire que la lumière devient magique. Et donc il prend une autre caméra et il commence à s'éloigner un petit peu pour pouvoir filmer, faire un plan où cette fois-ci l'esthétique, pas qu'une image. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a l'image et il y a l'esthétique. Et c'est là où on peut parler justement de l'image des caméras de surveillance. Il n'y a pas de volonté artistique avec ces cadrages-là. Alors que lui, Holst, va aller chercher la lumière, va aller chercher à mettre de l'esthétique dans son plan. Et il en meurt. Il s'agit aussi un petit peu de tout faire pour obtenir une image. Je sais pas si ça vous a fait ça, hein. Moi par exemple j'ai le vertige, mais c'est vrai que des fois en vacances, quand je suis dans des endroits sublimes et que je sais que je peux faire une très belle photo en hauteur avec une belle lumière, j'en oublie un peu ma peur, et ben Holst c'est un peu pareil dans le film. Il oublie sa vie en fait, il oublie sa peur de la mort. Un des plus gros thèmes de ce film, c'est le regard. L'OVNI se nomme spectateur pour Jupe. Et c'est là où je me suis dit du coup, est-ce que Jordan Peele n'a pas voulu, en l'appelant spectateur, nous faire réfléchir sur notre façon de consommer les choses. Dans notre vie, le spectacle, c'est un besoin très important. Le regard, comment on regarde un spectacle? Eh ben avec nos yeux. Il y a plein de choses dans le film qui parlent du regard. Alors, ça va peut-être être tordu, hein, mais j'ai dit que le père de Oji est mort suite à une pièce qui s'est logée dans son crâne en lui crevant un œil. Et il y a un plan sur le visage de Otis, donc le père d'Oji, quand il est sur la table de la morgue. Il y a un plan et on voit un seul œil d'ouvert. Si vous remarquez bien, dans la fête foraine, il y a un énorme mannequin qui cligne d'un œil. Donc il a un œil ouvert. La première fois que M appelle Holst, il est en train de regarder des images chez lui. Il a une vieille table de montage avec de la pellicule. Et qu'est-ce qui défile sur cette table de montage? Uniquement des plans, des inserts sur un œil uniquement de plusieurs animaux. Donc on se retrouve toujours avec un œil. Oji et M qui cherchent à piéger le prédateur, ou Jean Jacket. Un journaliste qui arrive et qui lui, justement, renvoie à cette sphère, à ce miroir que le cheval sur le plateau de tournage a regardé et qui l'a effrayé. En effet, le casque du motard qui travaille pour TMZ, donc on parlait d'Oprah avec les médias, et là on a TMZ qui est aussi une autre sorte de média, et je crois que TMZ justement est plutôt réputé pour être une sorte de média paparazzi, un peu fouille-merde, qui se repaît un peu du malheur des autres. Et c'est là où le Nahum 36 voilà, peut aussi rentrer
complètement là-dedans. Donc et lui, donc son casque, comme cette sphère au début du film, ne fait que refléter aussi ce qu'il y a autour. C'est un espèce de masque miroir comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a un trou noir. Le trou noir qui est dans le casque, c'est pour que le motard puisse voir, mais ça lui fait qu'un œil également. Et donc j'ai trouvé ça assez curieux d'avoir toujours cet œil qui revient. Et puis c'est pareil à la fin. Quand elle prend cette photo d'OVNI grâce au puits M, on voit le puits sur la photo qui forme un cercle. On pourrait se dire aussi que ça renvoie à l'œil. Et alors, je pense que le fait que l'œil ne soit qu'unique, parce qu'on a deux yeux, mais le fait que ça soit un œil un peu cyclope, je pense simplement que c'est pour mettre en avant et puis porter aussi un peu la symbolique du regard qui nous permet de scruter des images. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que la soucoupe volante, il y a une sorte d'énorme creux là où elle aspire les êtres vivants. Et donc pour moi, ce creux, c'est aussi un œil dévoreur. Ça me renvoie justement à notre façon d'ingurgiter les images aujourd'hui. Cet ovni ne recrache que du coup les objets métalliques, et donc cet œil qui recrache ce qui lui plaît pas, je me suis demandé si c'était pas un peu une image de nous, notre façon de consommer, de jeter, de vomir un peu comme ça, pour rester un peu dans le symbole, de vomir ce qu'on n'aimait pas et de garder, comme sur les réseaux sociaux ou même à la télé, le fait de zapper pourrait être vu comme ah non, cette chaîne, j'aime pas ce qui s'y passe, je la recrache. Et puis je vais voir ailleurs s'il y a d'autres images qui me plaisent. Je me suis demandé s'il n'y avait pas ça. Je voulais vous faire écouter justement une petite comptine que dit Antlers Holst. Cette chanson conforte dans l'idée qu'il y a un œil, et puis après là je vais aller un peu loin, mais Nope, il y a un O dans Nope. Qu'est-ce qui empêcherait que ce O ne fait pas référence à la forme de la soucoupe et à la forme de notre œil? Well, it came down to earth, and it hid in a tree. I said, Mr. Purple People Eater, don't eat me. Well, he looked at me and in a voice so gruff, he said, I wouldn't eat you, 'cause you're too tough. He was a one-eyed, one-horned, flying purple people eater. One-eyed, one-horned, flying purple people eater. One-eyed, one-horned, flying purple people eater. Sure looks strange to me. Il y a aussi le regard des acteurs. Jupe, jusqu'à ce qu'il se fasse dévorer, regarde toujours vers le haut. Alors que Koji, pendant qu'il est sur le tournage de cette pub, il regarde vers le bas et il a assez de facilité à regarder vers le bas. Il se fait pas avoir par le prédateur pour ça. L'OVNI ne dévore que ceux qui le regardent. Ceux qui meurent sont ceux qui regardent vers le haut. Alors est-ce qu'à force de regarder le ciel, d'essayer de l'atteindre par la reconnaissance, la gloire, est-ce qu'on se brûle pas les ailes au final? Vous remarquerez que Oji met deux doigts devant ses yeux. Donc voilà, il pointe l'index et le majeur sur ses deux yeux, et puis après il braque ses doigts sur sa sœur, et sa sœur fait la même chose. Donc il y a aussi ce regard entre un frère et une sœur. Il y a cette symbolique du regard de je veille sur toi. Quand je disais que Jupe cherchait à dompter cet ovni, c'est que cet ovni est une sorte d'animal. Quand Jupe fait son spectacle et que les gens font se dévorer, faut pas oublier ces plans où on voit l'intérieur, espèce d'appareil digestif de cette machine. Donc on sait déjà que c'est vivant. Et à la fin, ça se développe. Et ça forme pour moi une énorme méduse. C'est magnifique parce que tout est en toile, avec une sorte d'œil, une espèce de tuyau qui sort comme ça, et pour moi c'est un œil. Et à un moment en plus, cette sorte de grande méduse est entre Oji et M, et à chaque fois qu'il y en a un des deux qui parle, l'œil, qui est cette fois-ci pas un cercle mais un carré, et qui moi me rappelle le carré de la télé, parce que ce qui est dingue quand même chez Jordan Peele, c'est qu'il y a toujours une télé. Dans Get Out, c'est un homme qui est hypnotisé, qui se laisse abandonner dans la télévision. Us s'ouvre sur un écran de télé, et puis même
au début du film, quand les noms des acteurs apparaissent, on est dans une sorte de tube carré avant de voir les photogrammes d'Edward Muybridge qui apparaissent. Et donc voilà, je sais pas, donc cet œil carré, ce format, ça me fait toujours penser à la télé. Quand l'un ou l'autre parle, le carré change de côté. Et pour moi, eh ben, on parlait justement d'une créature qui ne m'avait pas regardé dans les yeux, et ça m'a renvoyé au mythe de Méduse. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que je vous cache pas, je vais être transparent, j'ai lu l'entretien de Jordan Peele dans les cahiers du cinéma, et il énonce en tout cas le mythe de Méduse. Donc ça m'a fait plaisir, parce que je trouve qu'on est très cohérent par rapport au regard, à son importance, point de vue. Regard, c'est quand même des éléments essentiels au cinéma. Cette chronique touche à sa fin, mais je vais pas vous laisser comme ça. Pour les spectateurs les plus attentifs, on a abordé beaucoup de thèmes sur ce film, mais vous avez dû vous dire, il y a un truc qui cloche, il a oublié de parler d'un plan, le plus mystérieux du film, qui arrive dès le début. Et un plan qui a lieu sur le plateau de tournage, où Gordy massacre toute l'équipe technique ainsi que les acteurs. Ce plan, en effet, c'est bien celui de la chaussure. Pour ceux qui ne font qu'écouter, vous pouvez regarder la vidéo sur YouTube. J'ai mis une photo de ce plan. Alors, j'ai pris qu'une partie de l'image, mais vous pouvez retrouver le plan dans son intégralité en tapant sur YouTube Nope Soundtrack, et vous verrez la photo. Moi, j'ai viré la police, je me suis recentré sur une partie de l'image. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que je dis recentré. C'est donc du coup que la chaussure, dans ce plan, est un élément central, en tout cas elle se pose au centre du cadre. Et cette chaussure, ce que j'aime bien, alors j'ai entendu beaucoup de choses, parce qu'en effet c'est un plan qui arrive dès le début, très mystérieux. J'en ai parlé avec certaines personnes et c'est vrai que c'est agréable de ne pas avoir vraiment d'interprétation sur ce plan. J'aime beaucoup parce qu'il est plein de mystères, comme la première partie du film est-elle pleine de mystères. Quand on voit cette chaussure, on peut se dire d'ailleurs que la loi de la gravité ne s'applique uniquement pas à cette chaussure, tout le reste est normal, mais il y a cette chaussure comme ça dressée à la verticale, et on se demande pourquoi. C'est un élément curieux, et qui déjà, alors déjà on arrive dans une scène où il s'est passé quelque chose de violent, en plus on a cet objet qui bizarrement est à la verticale, donc mystère, violence, ça résume le film. J'ai pas forcément... Enfin, je pourrais pas me lancer dans une interprétation parce que je trouve que c'est, de la part du réalisateur, quelque chose d'intéressant de dresser un élément plein de mystères comme ça, dès le début du film. Et puis en plus, ça nous reste, voilà, pendant tout le film, on se dit, est-ce qu'on va trouver le truc? Est-ce qu'on va comprendre pourquoi cette chaussure est à la verticale? Eh bien tout simplement non. Ce plan est laissé là comme ça, cet élément est laissé là comme ça, à la vue de tous. Le film se termine, et ce mystère n'est pas résolu. Tout ce que je veux dire, en ayant l'image sous les yeux, et la seule façon logique de raccorder ça avec tout le reste du film, c'est de se dire que la loi de la gravité s'applique à tous les éléments qui sont présents dans le cadre. Elle ne s'applique pas à cette chaussure. Tout est à l'horizontale. On a le corps qui traîne par terre, derrière le canapé. On a les cadeaux qui sont par terre. Si vous revoyez toute l'image, je crois que c'est un fauteuil, et puis un abat-jour qui est au sol. Enfin, tout est normal, tout est réaliste, sauf pour cette chaussure. Et cette chaussure, c'est le seul élément qui est à la verticale, donc pour moi qui rappelle, voilà, quand on regarde cette chaussure, on est obligé de regarder de bas en haut. On est comme les personnages, on est obligé de lever les yeux vers le ciel. C'est la seule chose que je voulais dire à propos de ce plan, c'est qu'on est raccord avec leur regard et avec le fait de, comme eux, lever les yeux vers le ciel. Et en plus, si vous remarquez, il y a une tache de sang, et je raccorde ça un peu avec l'OVNI, on lève les yeux vers le ciel, là on lève les yeux vers le haut de la chaussure, il y a une tache de sang, et quand on lève les yeux vers le ciel, il y a un OVNI. Je fais juste ce rapprochement, comme ça, c'est le seul élément du cadre qui va donner au regard un mouvement vers la verticale, alors que tout le reste tend plutôt à regarder vers le sol, donc à l'horizontale. Je crois qu'on a fait un peu tout le tour, alors je suis désolé pour cette première chronique. Il y a beaucoup de choses. J'ai essayé de rendre ça le plus passionnant possible. Faites-moi des retours surtout. Voilà, parce que là, j'ai eu des pistes, j'ai eu des idées. C'est vrai que
Si j'essaierai peut-être de faire des directs, ça pourrait être bien d'avoir, ou en tout cas de faire venir des gens pour avoir une vraie discussion à rebondir. Mais voilà, Jordan Peele, là, avec ce troisième film, montre d'ailleurs sa plus belle mise en scène. Et je trouve qu'il y a vraiment un talent d'écriture indéniable. Et regardez, ceux qui ont été déçus de Nope, alors si vous avez écouté ce podcast, vous pouvez quand même aller le revoir. Et puis j'espère que j'ai pu vous donner des pistes qui vont faire que vous allez aimer revoir le film et trouver qu'il est beaucoup plus cohérent. Parce qu'au final, voilà, c'est l'histoire du cinéma avec l'évolution de la technologie, l'évolution du monde du spectacle, le regard du spectateur, le voyeurisme que ça peut induire aussi un spectacle. Et puis l'exploitation, cette façon de tirer d'un drame quelque chose où on peut faire venir des gens, on peut avoir de l'audimat. Voilà, il y a toujours un rapport avec l'argent. Alors après, faut pas voir, je pense pas qu'il le voit forcément que comme ça, hein, Jordan Peele, hein, parce que le spectacle reste une source de plaisir assez importante pour nous, spectateurs. Là, je parle pour moi, mais voilà, moi j'ai besoin du cinéma, j'ai besoin du spectacle. Il faut vraiment aller voir le film une deuxième fois. C'est un peu comme Us, hein. Get Out était très limpide. Quand j'ai vu Us, je me suis dit, ah, des fois, je décroche, j'arrive pas à voir où il veut en venir. Et pour ceux qui l'ont déjà vu, revoyez-le, parce que tout paraît beaucoup plus limpide. Voilà, j'en ai même parlé récemment avec une amie qui a vu des choses très intéressantes. Donc peut-être que le cinéma de Jordan Peele fera l'objet d'une autre chronique. Je pense que le prochain film, est-ce que j'ai lu le livre et j'ai envie de parler du film qui a été... qui me fascine aussi bien qu'il me déçoit. Je pense que le prochain, ce sera Il était une fois Hollywood, film de Tarantino, assez fascinant et aussi bel hommage sur le cinéma. Donc ça pourrait être une suite logique à Nope, hein, de continuer à parler de l'industrie du spectacle. Ça a été un plaisir, j'espère que pour vous aussi. Si vous êtes intéressé, je vous conseille d'aller sur internet et de regarder, parce qu'on peut les trouver, les premiers films d'Étienne Jules Marais, et de vous documenter sur Edward Muybridge. Et très bonne journée ou très bonne soirée, je ne sais pas quand est-ce que vous m'écoutez, à toutes et à tous. À plus tard, ciao.